BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Marie Valogne. Bonjour à tous et bienvenue dans Hebdocom, votre rendez-vous hebdomadaire sur BFM Business pour décrypter l'actualité de la pub et les stratégies de communication des marques. Cette semaine, lumière sur une toute nouvelle agence avec un drôle de nom, l'agence Oiseau. Son objectif, accompagner ses clients sur le long terme. Nous recevons son cofondateur Christophe Péruchas dans un instant. Nous poursuivrons avec notre chroniqueur Simon Tenenbaum. Simon reviendra sur la volonté du gouvernement d'encadrer, voire d'interdire certaines publicités à la télé. La proposition de loi provoque déjà des remous du côté des publicitaires. Et puis zoom sur un média aujourd'hui, le groupe L'Équipe, face à une actualité sportive très changeante à cause du coronavirus. Entre les événements sportifs qui s'arrêtent, ceux qui reprennent, comment s'organise-t-il? Le directeur de la rédaction de L'Équipe, Jérôme Casadieu, répondra à nos questions. Voilà le programme, on commence tout de suite cette émission avec les news de la semaine. BFM Business, Hebdocom. Les news. Et comme chaque week-end, le rédacteur en chef de CB News, Frédéric Roy, est avec nous. Bonjour Frédéric. Bonjour Marie. Et Julien Rizzo de la rédaction de BFM Business. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Alors Julien, on commence par votre coup de cœur de la semaine, c'est la nouvelle campagne de Le Sieur. Oui, le spot s'intéresse aux huiles de graines de la marque, un sujet qui dit comme ça n'intéresse pas grand monde. Et c'est bien justement là où Le Sieur, accompagné de l'agence VMLYR, ont décidé de rebondir avec une publicité intitulée « Les huiles de graines n'intéressent personne sauf nous ». Pour s'assurer que le sujet n'intéresse vraiment personne, Le Sieur a changé le packaging. Le nom de ces huiles, cœur de tournesol est devenu pied de parasol, fleur de colza, cours de zumba, et frial, freezer à cheveux. Ces bouteilles à l'emballage factice ont été mises dans les rayons d'un magasin, munies de plusieurs caméras cachées pour étudier le comportement des consommateurs. Et résultat, personne ne remarque rien. Les clients continuent à acheter les huiles Le Sieur sans aucune réaction. Une campagne drôle et étonnante qui cherche à sensibiliser les Français sur ce qu'ils achètent. Bon, rassurez-vous Julien, nous on s'intéresse à vos news. De son côté, Diesel met à l'honneur tous nos projets annulés cette année. Oui, comment ne pas oublier tous les mariages, les concerts et encore les voyages qui ont été annulés à cause de la pandémie du coronavirus. Diesel et Publicis Italie ont trouvé la solution, l'inscrire sur son jean. Exemple dans la publicité avec ces jeunes qui ont inscrit Bali où ils n'ont pas pu se rendre cet été, ou encore ce groupe d'amis qui ont manqué un festival de musique. Alors pour s'en souvenir, ils l'ont fait graver sur l'étiquette en cuir de leur jean de Nîmes. D'ailleurs Frédéric, avec Marie, on a pensé à vous avec un jean 2020 Cannes-Lyon, juste ici, vu qu'on n'a pas pu vous rendre cet été à Cannes. Bon, après, c'est gentil, très bien. On verra dès qu'on le recevra. Voilà, on essaiera de commander le jean. On poursuit avec la Badcom de la semaine, l'algorithme de Twitter accusé de racisme. Oui, tout commence d'une expérience réalisée par les internautes. Ils se sont aperçus que lorsqu'ils publiaient une photo réunissant une personne noire et une personne blanche, l'algorithme de Twitter la recadre automatiquement pour en afficher un aperçu, sauf que dans la majorité des cas, là, c'est la personne blanche qui est mise en avant dans l'aperçu. Par exemple, un internaute a publié une photo avec le visage blanc du sénateur américain Mitch McConnell avec celui de Barack Obama, et c'est le visage de Michelle McConnell qui sert d'aperçu. Peu importe l'ordre des clichés, c'est systématiquement lui qui est mis en avant, donc Michelle McConnell, et ça marche aussi avec des personnages des Simpsons et même avec des labradors. Alors cette anomalie serait due à l'algorithme de recadrage des photos basé sur le taux de contraste, a expliqué le directeur du design de Twitter. Le réseau social assure mener l'enquête en interne. Accusé de racisme également, Oncle Benz change de nom. C'est votre good com de la semaine, Julien. Oui, c'est officiel. Oncle Benz devient Benz Original, et c'est avec ce changement de nom, la marque change aussi de logo. N'est conservée que la typographie bleue sur fond orange. Finit donc l'image de l'oncle afro-américain, âgé et souriant, inspiré d'un maître d'hôtel de Chicago. Critiqué en juin dernier au milieu des manifestations Black Lives Matter, la société mère d'Oncle Benz Mars avait assuré faire évoluer la marque. Nous avons écouté, nous avons appris, nous changeons, est-il inscrit dans le communiqué. La nouvelle identité de la marque Benz Original arrivera en magasin au début de l'année prochaine. Merci Julien Rizzo. Alors Frédéric, je crois que nous ne sommes pas d'accord cette semaine sur votre sélection. Non, voilà, vous m'avez suggéré une campagne qui est une excellente campagne pour WWF, qui souligne en effet les engagements que nous devons tous avoir et la responsabilité que nous avons à protéger cette planète. Et là-dessus, j'ai rien à dire. La seule chose qui m'énerve en fait à la fin de ces campagnes, celle-ci et des tas d'autres, c'est le hashtag. C'est-à-dire que c'est
c'est devenu une facilité maintenant de mettre un hashtag n'importe quoi. Donc moi, je propose un hashtag, faudrait peut-être être créatif, quoi. Ah oui, carrément, d'accord. Bon, bah c'est dit. Merci Frédéric, on poursuit avec notre invité de la semaine. BFM Business, Hebdocom. L'invité. Notre invité aujourd'hui, c'est Christophe Péruchas. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur d'une nouvelle agence, l'agence Oiseau. Alors, je précise que ça s'écrit avec les lettres O-I-S-X, mais que ça se prononce donc Oiseau. Alors, on connaît l'importance des mots en communication. Expliquez-nous pourquoi avoir choisi ce nom. Tout à fait. Eh bien, la plupart des agences commencent par des initiales. On a commencé, nous, plutôt par les finales. Donc, on a 3 fondateurs. Dimitri Smilenko, qui est le Head of Art et le directeur artistique, donc le O de Smilenko. Alexia Zermati, qui est notre présidente et qui s'occupe de toute la partie commerciale, finance, etc. Donc, c'est le I de Zermati. Péruchas, plutôt stratégie, création, c'est mon S. Et le X, c'est tous les gens plutôt nombreux avec qui on est amené à travailler, vu le modèle qu'on est en train de mettre en place. Et ça donne Oiseau. Péruchas, oui, en plus, ça tombe plutôt bien. C'est forcément un peu lacanien. Mais... Voilà. Alors, dans le communiqué de lancement, Oiseau est décrite comme une cloud agency. En quoi ça consiste? Expliquez-nous. C'était déjà pour mettre un anglicisme, parce que si on ne met pas d'anglicisme, on n'est pas pris au sérieux. Non, plus concrètement, on n'a pas envie d'être un collectif de freelance, parce que il nous manquerait quelque chose, c'est-à-dire ce mouvement, cette espèce de direction dans laquelle on a envie d'aller. Et puis, force est de constater qu'après 20 ans d'agence, le modèle est un tout petit peu compliqué, un tout petit peu calcifié, on va dire. Du coup, la Cloud Agency, c'est l'agence sans les inconvénients de l'agence. C'est-à-dire qu'on essaye de travailler sur le temps long avec les marques, contrairement à ce qu'on peut faire quand on fait appel à des freelances. Et on évite pour l'instant de salarier trop de personnes, parce qu'on sait que c'est aussi quelque chose qui va nous ralentir, nous handicaper. En revanche, on fait appel à notre réseau, 75 ans d'expérience quand même dans la publicité à nous 3, et ça nous permet, en travaillant ponctuellement avec des gens pour établir quelque chose de long pour les marques, de faire ce que j'appelle le recrutement doux. C'est-à-dire que l'année prochaine, si on a et j'espère qu'on aura 1 ou 2 autres clients supplémentaires, je sais exactement avec qui on devra travailler et qui on devra salarier. Donc le recrutement, c'est vraiment le recrutement doux, parce que c'est quelque chose, j'ai raté beaucoup de choses, mais j'ai surtout beaucoup raté des recrutements dans ma courte carrière. Et c'est vrai que quand on est peu nombreux, si on est avec quelqu'un qui ne nous correspond pas, c'est pas forcément une question de talent ou de pas talent, c'est parfois une question d'interface relationnelle. Et d'un coup, si on se plante là-dessus, eh bien, ça marche pas du tout. Alors vous lancez maintenant, mais en réalité, vous avez déjà un certain nombre de clients. On a déjà un certain nombre de clients. Il y a une agence qui s'appelait avant IEO, donc c'est pareil, c'était les finales Zermati et Smilenko, voilà. Qui avait récupéré le budget du groupe Coffel. Coffel, c'est les matelas, Bultex, c'est Epeda et Mérinos, et la directrice des marques, Nathalie Perruto, une fois que l'agence Les Ouvriers du Paradis a disparu, a demandé à IEO, qui n'existait pas encore, de s'occuper de son budget. Donc ils ont créé une agence là-dessus en 2014. Je suis sorti, moi, du circuit traditionnel il y a à peu près 2 ans, et on a commencé à travailler ensemble. On a rentré une compétition sur Télérama, on a fait la sortie de leur application. On a aussi rentré Happy, une marque du groupe Engie, et on s'est rendu compte que ça fonctionnait et qu'il était peut-être temps de rendre ça public et puis de commencer à avancer, de continuer à avancer. Vous avez attendu en fait avant. On a attendu 2 ans, ouais, presque, ouais, voilà. Ouais, mais parce que vous êtes un ancien de Change, entre autres. Oui. Vous faites des tas de choses, hein, je précise. Vous écrivez des bouquins, vous avez été patron de resto, oui. De plusieurs restos même, et toutes choses. Et donc vous étiez un peu parti, enfin en tout cas il semblait que vous étiez parti que vous étiez parti du monde de la pub. En fait, il vous rattrape toujours, c'est ça ? J'ai jamais eu pour volonté de quitter le monde de la pub. En revanche, c'est vrai que parfois les communications sont un petit peu se croisent, et c'est peut-être ce qu'on a pu comprendre à un moment, mais en tout cas j'ai besoin d'avoir mes 2 pieds, d'être dans le vrai monde et puis d'écrire de l'autre côté, donc il n'est pas question pour moi de... Et est-ce que de fonder Oiseau, c'était un peu une façon de voler de vos propres ailes? Peut-être, il y a beaucoup de plumes là-dedans, ouais. Voilà, ouais. Je suis sans voix. Si on parle un peu de vos campagnes, est-ce qu'il y a une marque de fabrique qu'on peut reconnaître quand on les regarde? Alors,
Pas encore, parce que c'est tout récent. J'avais déjà, quand on regarde le premier film Bultex, que j'aime beaucoup, qu'on a vu tout à l'heure passer, je l'ai vu à ma droite, comme ça, de façon périphérique. C'est vers ça qu'on a envie d'aller. Mais en revanche, quand on travaille sur Happy d'Engie, on est autant interrogé sur la transformation de la marque que sur l'expression publicitaire. Et notamment, on a beaucoup travaillé avec la marque qui avait une marque Happy, un peu low cost, et qui souhaitait en faire quelque chose à destination des millennials, ces fameux millennials qui n'existent pas, les 18-34 ans, on va dire, les gens jeunes. Et on leur a dit, c'est super d'avoir cette marque et cette volonté, mais en revanche, il va falloir qu'on ait quelque chose à raconter de nouveau. Et donc, on a pris le parcours utilisateur de ces millennials sur l'électricité, et on s'est rendu compte que c'était un enfer pour changer d'opérateur. Et du coup, on s'est dit, est-ce que ça serait pas juste plus simple de prendre une photo de son compteur, de l'envoyer, d'avoir un contrat? Ils nous ont dit, c'est pas possible, c'est compliqué. Et finalement, au bout de 6 mois, 1 an, on a réussi. C'est compliqué, là, l'IT, il y a le juridique. Oui, et on arrive à transformer ça, et du coup, la communication est là-dessus. Donc, c'est plus vers ça qu'on a envie d'aller. D'accord, donc vous êtes presque plus au moins autant des conseilleurs, des consultants. Oui. C'est ce que doivent être aujourd'hui les agences. Elles peuvent plus juste prendre les... C'est pas très intéressant en plus. Ouais. Remonter le marketing au niveau de la communication, c'est vraiment ça qui est intéressant. Simplifier les parcours, etc. Alors, vous nous dites aussi que votre agence croit au with working, c'est-à-dire travailler souvent chez le client. Oui. Est-ce que c'est une façon d'instaurer une relation de proximité? C'est surtout une façon de faire des blagues, parce qu'il y a beaucoup d'anglicisme. Travailler en régie, c'est important parce que ça nous permet d'avoir un temps d'avance. Et donc, du coup, avant le Covid, évidemment, Alexia, Dimitri ou moi étions souvent chez Engie, 1 fois par semaine. Et donc, du coup, ça nous permet d'anticiper, d'absorber un petit peu les ondes et de transformer ça beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans un schéma action-réaction. On va aussi développer avec les équipes de Michel Legare et de Marion Derrider qui sont chez Engie, chez Happy. On va développer les nouveaux briefs pour l'année prochaine, pour le mois prochain. Mais voilà, donc c'est important d'être avec les gens, je trouve. Et il n'y a plus cette position un peu dominante d'agence qui sait tout. Et ça vous fait économiser des mètres carrés? Aussi, pour l'instant. Vous êtes chez les autres. Alors, autre particularité de votre agence, les intervenants avec lesquels vous travaillez, les commerciaux, les créatifs, les planeurs, sont récompensés pour leur fidélité. C'est-à-dire que plus on travaille longtemps chez vous, mieux on est payé. Comment ça se passe? Alors, ça se passe, c'est parti d'un constat qu'on veut travailler sur le temps long avec des gens qui sont aujourd'hui des freelances. Et donc, du coup, il faut vraiment qu'on garantisse le service aux clients. Et du coup, on s'est dit que plus on faisait appel à des gens, plus on allait les rewarder, les récompenser, encore un anglicisme, pour avoir une sorte de famille. Et c'est vrai que la conjoncture étant ce qu'elle est, on va avoir de plus en plus de gens qui vont être un peu indépendants, atomisés. Et c'est vrai qu'on a envie d'avoir entre guillemets, les meilleurs pour nous, c'est-à-dire les gens avec qui on est le mieux et avec lequel on avance le plus vite. Et donc du coup, c'est une façon aussi, à chaque fois 10% en plus, de se dire, travaillons ensemble. Ça va s'arrêter au bout de 3-4 fois, parce qu'après, ça devient... Sinon, Et du coup, vous avez quand même le courage ou l'inconscience, je ne sais pas, de lancer une agence en pleine crise économique, en pleine crise du Covid. Alors, déjà... C'était pas prévu. Il faut faire des choses. Et, retourner en agence, ça me semblait un peu compliqué, j'avais pas très envie. Et puis j'ai l'impression que c'est les gens qui font rien qui ont du courage en fait. Parce que les gens qui transforment pas le modèle, il n'y a aucune raison que ça s'arrange. On va avoir de moins en moins d'argent, de plus en plus de pression et de plus en plus de points de contact. Donc si on fait pas autrement, bien, ça va pas s'arranger. Bon, on reste optimiste. Merci Christophe Péruchas d'avoir été avec nous. Christophe Péruchas, le cofondateur de l'agence Oiseau. BFM Business, Hebdocom, l'édito. Un édito signé aujourd'hui par Simon Tenenbaum de la rédaction de BFM Business. Bonjour Simon. Bonjour. Alors Simon, la volonté du gouvernement d'encadrer, voire d'interdire les publicités des produits polluants provoque des remous cette semaine. Un projet de loi issu des propositions de la Convention citoyenne sur le climat sera présenté en novembre. Mais les annonceurs et les chaînes de télévision sont déjà montés au créneau. Oui, le débat agite le secteur de la pub depuis quelques temps. Au départ, c'est effectivement la Convention citoyenne sur le climat qui s'est emparé de ce sujet. Ça a été suivi d'une proposition de loi de l'ancien député de la majorité, Mathieu Orphelin, qui doit bientôt être débattue. Alors, l'idée de cette loi, c'est effectivement d'interdire progressivement, à partir de 2022, les publicités pour les produits polluants. Alors, on parle des voitures, des liaisons aériennes, des produits électroménagers les plus polluants. Une liste qui, aujourd'hui, n'est pas encore dite et qui sera précisée par décret. Les panneaux publicitaires numériques sont
aussi dans le viseur de ces parlementaires qui veulent en interdire l'installation. Alors après une première rencontre avec le gouvernement, et même si les contours de la réforme sont encore, il faut le dire, très flous, le secteur de la publicité, lourdement touché par la crise évidemment, est monté au créneau. On ne veut pas être les boucs émissaires du changement climatique. On parle de mesures idéologiques alors que la publicité anticipe déjà les tendances et évidemment la responsabilité environnementale. On évoque évidemment les conséquences économiques pour le secteur, mais aussi des effets dévastateurs sur le financement de la création du cinéma, de l'information. Le SNPTV, syndicat des régies des chaînes de télévision, estime que les pertes pourraient dépasser le milliard d'euros rien que pour la télévision, sachant que l'automobile pèse par exemple 10% des investissements publicitaires en France. Ouais, alors le ministère de l'écologie dit avoir une approche raisonnable par rapport à tout ça. Oui, voilà. Alors, c'est un peu compliqué du côté du ministère parce que, attention, il y a effectivement les propositions de la Convention citoyenne sur le climat, il y a ce que défend ce député Mathieu Orphelin qui, rappelons-le, n'est pas dans la majorité, et il y a ce que prépare vraiment le gouvernement et ce à quoi on va arriver à l'issue de ces discussions. Alors ce qu'on nous dit au ministère de la Transition écologique, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas de liste de produits appelés à être interdits de publicité. Certes, le gouvernement promet de réguler le secteur selon des critères environnementaux, mais se défend évidemment d'une approche brutale. Alors le projet de loi porté par la ministre Barbara Pompili contiendra bien des mesures d'encadrement. On parle par exemple d'un avertissement sur des spots de produits polluants, comme on le voit déjà sur les produits gras, salés, etc. Mais les critères devront être objectifs, et ça c'est une vraie question. Comment on fait pour avoir des critères objectifs? Eh bien il faudra attendre la mise en place du CO2 score, c'est une des autres grandes propositions de la Convention citoyenne, c'est-à-dire cette classification des produits selon leurs émissions de gaz à effet de serre. Et là, pour le dire, sur ce CO2 score, personne ne sait quand est-ce qu'il existera, comment il va fonctionner. On en est vraiment au tout début. Des interdictions pures et simples de certains produits ne sont pas à exclure, ça le ministère le dit clairement, mais dans un premier temps, ça devrait se limiter à certaines catégories de produits dont l'impact environnemental est déjà précisément mesuré. C'est notamment le cas de l'automobile. Les véhicules les plus polluants sont bien dans le viseur, mais on temporise. A priori, pas d'interdiction des publicités avant 2024, de quoi laisser un temps d'adaptation au secteur, aux industriels, quitte à se dire que d'ici là, de toute façon, ces produits polluants ne seront plus au goût du jour et ne feront plus l'objet de beaucoup de communication de la part des marques. Merci Simon Tellenbaum pour cet édito. BFM Business, Hebdocom, le Zoom. Zoom aujourd'hui sur la communication d'un média, le groupe L'Équipe. Et nous recevons pour en parler son directeur de la rédaction, Jérôme Casadieu. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez reçu 3 prix lors du 22e Grand Prix des médias organisé par CB News au début du mois. Meilleur titre de presse quotidienne, meilleure chaîne de télévision, meilleur coup éditorial ou journalistique pour votre enquête sur les violences sexuelles dans le sport. Recevoir 3 récompenses, une année où les événements sportifs ont été interrompus pendant plusieurs mois, doit sûrement avoir une saveur particulière pour vous. Tout à fait, on a été extrêmement contents d'avoir ces prix-là. Évidemment, pour l'équipe, l'année 2020, c'est une année vraiment compliquée. On a eu un début d'année où on avait bien démarré. On était, je dirais, sur des chiffres qui nous annonçaient une année plutôt bonne, voire très bonne. Et c'est vrai qu'on a été triplement pénalisé. D'abord, la fin du sport. Après, le confinement qui a obligé toute la rédaction à se retrouver en télétravail intégralement. Et puis, il fallait aussi qu'on parle d'autre chose que du Covid, puisque tous les autres médias le faisaient. Donc, il a fallu se réinventer. Donc, quelque part, ces prix viennent récompenser ce travail de créativité que nous avons eu et on en est très fiers. De fait, c'est ça qui avait épaté le jury, quelque part. C'était cette capacité extrêmement rapide à se retourner quand ça arrive au moment du confinement, il n'y a plus de sport, toute votre matière pour fabriquer tout ce que vous faites n'existe plus. Vous saviez déjà ce que vous alliez faire. Ça a pris combien de temps pour se retourner en fait? Clairement, on l'a vu un petit peu arriver puisqu'il y a des premiers événements qui ont été annulés dans d'autres pays où je dirais, la pandémie était plus grave qu'en France. Et puis assez rapidement aussi, on a compris que nous allions devoir faire face à plusieurs semaines, voire plusieurs mois sans aucune activité ou compétition sportive. Donc la plupart des salariés, les responsables de la rédaction étaient très inquiets en se disant mais qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter? Et en fait, on a réussi assez bien à
déplacer un peu le curseur en essayant d'être un peu plus sociétal, c'est-à-dire voilà, montrer que nous sommes quand même dans la vie des Français, qu'on n'est pas, je dirais, un média qui est hors sol. Et donc, d'une certaine manière, on a essayé de pousser, je dirais, une dimension un peu plus sociétale et aussi d'apporter un peu de jouet, un peu de rigolade de temps en temps. On l'a fait notamment une fois. Malheureusement, c'était deux informations qui étaient un peu tristes, hein, le report des Jeux Olympiques et la mort du Derzo ce jour-là. Et donc, on était en contact avec les éditions qui éditent Astérix et on a demandé est-ce qu'on pouvait réutiliser la une de Astérix aux Jeux Olympiques. Et on a fait Astérix aux Jeux Olympiques en 2021 et ça a été un vrai carton. Donc, on a essayé d'être créatif, de montrer qu'on était quand même vivant et bien vivant. Sur le format, du coup, la pagination a été réduite dans le quotidien. Est-ce que les formats aussi ont été modifiés? Avez-vous fait plus de magazines, de docs? En fait, on a clairement fait, je dirais, le quotidien est devenu un magazine tous les jours. Voilà, là où on mettait d'habitude une semaine pour faire un magazine, puisqu'on a le magazine L'équipe qui est le week-end. Et puis, on a essayé d'aller aussi vers des choses qui parlaient, je dirais, qui rentraient dans les préoccupations de nos lecteurs et des Français. Donc, on a mis en place une vidéo de coaching, voilà, tous les jours, qui avait une déclinaison sur le numérique et dans le journal, pour expliquer à ceux qui sont les moins sportifs, ceux qui sont intermédiaires, ceux qui sont les plus sportifs, comment réussir à se maintenir en forme alors qu'on est obligé de rester confiné chez soi. Et ça, c'est des trucs, par exemple, justement, la vidéo, le coaching, etc. C'est des choses qui peuvent rester, qui ont changé votre manière, en gros, d'envisager l'offre de l'équipe? Oui, je pense que ça va avoir des conséquences, je dirais, peut-être sur notre offre globale. Je pense en particulier sur notre offre numérique, l'enrichissement de notre offre payante. On voit par exemple qu'on a fait beaucoup d'enquêtes, qu'on a fait un certain nombre également de séries, des séries qui ne sont pas nécessairement que dans le passé, hein, des choses qui peuvent être vraiment dans l'actualité avec des angles qui sont très travaillés. Et ça, on a vraiment envie de continuer à le faire vivre. Voilà. Maintenant, il va falloir regarder l'articulation entre les différents supports qui sont les nôtres pour vraiment bien délivrer ces contenus-là. C'est une façon d'élargir un peu votre positionnement aussi? Ça, c'est quand même une stratégie qu'on a adoptée depuis 5 ans. C'était de montrer à nos lecteurs et je dirais à des lecteurs qui ne nous lisaient peut-être plus que l'équipe, ça n'est pas uniquement des compétitions, des résultats, des lives. Et donc, on a positionné par exemple le magazine plutôt sur l'aspect sociétal. On a fait des sujets sur les règles chez les sportives. On a fait un certain nombre de sujets. On a fait les douches par exemple. Voilà, les douches, on sait que c'est un sujet extrêmement fort aussi bien pour les sportifs professionnels que les sportifs amateurs. On a essayé également de repositionner, je dirais, le quotidien davantage sur de l'enquête. Voilà, donc on a créé un service enquête au début de l'année 2018. Donc, qui a entre autres produit la fin de l'Omerta dans le sport, qui vous a valu l'un des prix de CB News et même un prix de stratégie, comme quoi je peux citer ce journal à l'antenne. Tout à fait, c'est possible. Et qui est une enquête, là, pour le coup, qui a eu un retentissement largement au-delà du simple monde du sport. Tout à fait, c'est un retentissement très important. On a demandé à 2 salariés, à 2 journalistes de se consacrer à ce sujet-là. Ils ont travaillé pendant 8 mois, avec 4 mois vraiment uniquement sur ce sujet-là pour réussir à obtenir, je dirais, des confessions et des témoignages en on de la part de victimes. Et puis on a aussi travaillé parce que ça mettait en cause un certain nombre de fédérations. On avait, je dirais, le gros de l'enquête qu'on a poussé dans un premier temps, puis on avait un certain nombre d'éléments supplémentaires qu'on a déroulés au fil de l'eau et qui ont abouti à des décisions importantes, puisque le président de la Fédération des sports de glace a été obligé de démissionner et qu'un certain nombre de choses ont bougé. Donc oui, c'est une enquête qui a eu vraiment un gros retentissement pour nous. Alors pour parler publicité, les médias télé ont été très impactés par la crise du Covid. Il y a eu un trou d'air sur le marché de la pub. Côté print, est-ce que vous avez ressenti, comment ça s'est passé, les annonceurs? Est-ce qu'ils ont été moins présents que d'habitude? Alors, les annonceurs se sont retirés du print à un moment donné parce qu'il y avait l'incertitude sur la situation sanitaire et je pense que la communication, elle a baissé un peu partout. On a réussi à faire revenir petit à petit, et les équipes de la région étaient extrêmement bonnes pour faire revenir, je dirais, des annonceurs qui voyaient qu'on avait aussi un traitement éditorial avec de l'engagement. Voilà, on a distribué, par exemple, pas mal d'exemplaires de l'équipe pour tous les hôpitaux HP dans la région parisienne. On a essayé, bien sûr, de
proposer, je dirais, à nos lecteurs, à nos clients, un certain nombre de contenus pour rester en forme, faire de l'activité physique. Donc ça nous a permis en fait... Et ça, les annonceurs ont apprécié ? Ça, ils ont apprécié, puis on est resté ouvert et on a continué à se battre. Et ça, je pense que d'une certaine manière, ça nous a permis d'avoir un redémarrage qui est un redémarrage plutôt correct. Pas mal. Voilà, on a fait un bon mois d'août, on a fait un bon mois de septembre, et voilà, après, je pense que c'est difficile de se projeter très loin aujourd'hui, quel que soit le support, quel que soit le média. Et est-ce que vous avez retrouvé vos niveaux avant Covid pour ce qui est des audiences ? Aujourd'hui, là, quand vous parlez des audiences, là, sur le numérique, on retrouve aujourd'hui des audiences qui sont les bonnes. La chaîne a été plutôt bonne également. Et sur le print, on souffre un peu. Voilà, on n'a pas encore retrouvé l'intégralité de nos ventes papier que nous avions avant le confinement. Et on espère que ce ne sera pas des pertes parfois définitives, dans la mesure où il y a eu aussi la restructuration de Prestalis qui assure la distribution de l'équipe. Je dis juste sur ce point-là, nous sommes de nouveau à Marseille depuis mercredi et nous avons, pour la PQN, pas été présents pendant presque 5 mois et demi, donc ce qui est quand même assez colossal. Oui. Et alors du coup, vous avez quand même une petite chance dans cette malchance, c'est que l'année olympique qui a été annulée cette année, elle est l'année prochaine, donc vous avez tout espoir pour l'année prochaine, non ? Oui, on a le report des événements qui est quelque chose de plutôt positif pour nous. Maintenant, est-ce que ces événements auront lieu si le vaccin n'a pas été trouvé? Dans quelle situation se trouvera le Japon à l'été prochain? Nous avons un euro aussi qui a été reporté, mais il doit se dérouler dans plus de 10 pays. Donc comment est-ce que l'UEFA va pouvoir maintenir les choses ainsi? Et puis on voit bien avec les dernières informations qui sont tombées avec le ministère de la Santé que le sport va être encore impacté. Vous avez du huis clos ou des jauges extrêmement basses, et donc quand même, ça n'est pas c'est pas une situation à la normale. Voilà, donc nous on résiste bien, on va continuer à se battre, mais c'est vrai que on va être encore exposé, je dirais, à quelques vents contraires. Merci Jérôme Casadieu d'avoir été avec nous. Jérôme Casadieu, le directeur de la rédaction de l'équipe. Merci également à Frédéric Roy, le rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à nos côtés. Hebdocom, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro, toujours sur BFM Business. Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leur stratégie de communication. Hebdocom sur BFM Business.